Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, on rencontre un homme au grand cœur pour qui l'humain est une véritable passion. Son moteur d'action, briser l'isolement et les tabous afin de changer les perceptions face à la santé mentale. C'est un homme attentionné, authentique, empathique, débordant d'humilité, qui consacre maintenant son temps, son expertise et sa présence auprès de ceux qui ont vécu une forme d'atterrissage forcé dans leur vie, provoquant des turbulences passagères. Il est conférencier, auteur, fondateur de la communauté d'entraide M'aider. C'est un grand bonheur et un plaisir pour moi de recevoir mon collègue, mon ami, Jean-François Lacasse. Jean-François, salut! Comment ça va, mon ami? Ça va super bien. Et toi? All right. Ben oui, ça va bien. Merci d'accepter mon invitation. Écoute, ça me fait grandement plaisir. Je pense que c'est notre troisième tentative, mais regarde, c'est ça. On est prêt aujourd'hui. Exactement, on est prêt. On a remis ça, mais regarde, on est là, on est présent, on part ça ensemble. Jean-François, je parlais de toi dans l'introduction, mais en préparant l'entrevue, tu sais, j'ai réalisé que tu avais une formation comme avocat, tu avais une formation comme planificateur financier. C'est quand même impressionnant. C'est quoi le parcours? Pour les gens qui ne connaissent pas Jean-François Lacasse, c'est quoi ton parcours? Ben, écoute, mon parcours ressemble au parcours de bien des gens. Là. Tu sais, c'est d'aller à l'école, je ne savais pas trop dans quoi me diriger quand j'étais plus jeune. J'ai eu un cours de droit au cégep, puis ça m'a interpellé, puis ça m'a donné le goût essentiellement là, d'aller travailler dans ce domaine-là. Évidemment, je dois dire que, écoute, c'est sûr que c'est intéressant, le droit. J'ai adoré mes études, mais le côté pratique, quand je suis arrivé sur le terrain, c'était un peu différent. C'est certain qu'à ce moment-là, j'avais une confiance en moi qui était un petit peu plus chambranlante, disons ça comme ça. Fait que d'arriver à un tout jeune âge, à 22, 23 ans, j'ai trouvé ça difficile. Puis, c'est les nausées le matin essentiellement qui m'ont amené en quelque part à vouloir me rediriger dans quelque chose d'autre. Mais tu sais, moi, je suis un peu quétaine comme ça. J'écoutais des films d'avocats quand j'étais plus jeune, comme L'Idéaliste, Les Hommes d'honneur. Puis, j'étais sûr que c'était comme ça que ça se passait dans la vraie vie. Mhm. Alors, mon rêve s'est un peu brisé. Mais je suis quelqu'un qui a toujours voulu aider les gens. J'ai toujours été quelqu'un qui avait ce désir-là de servir. Puis, après coup, ben, j'ai fait un switch dans le domaine des services financiers parce que on m'avait à un moment donné expliqué des choses, des rudiments financiers. On m'avait éduqué financièrement. Puis je m'étais dit, crème, il n'y a jamais personne qui m'a parlé de ça auparavant. Puis si un avocat ignorait ces principes-là de base, ben là, j'ai vu apparaître comme un marché. Puis je me suis dit, et si j'allais expliquer aux gens comment fonctionne, tu sais, comment mettre de l'argent de côté, parce qu'on travaille pour de l'argent, mais on ignore souvent comment l'argent travaille pour nous. Exact. Et c'est là que, après 4 ans en pratique privée comme avocat, j'ai fait un changement pour devenir conseiller financier d'abord. Puis, j'ai fait ça pendant quelques années à mon compte, jusqu'à temps que la crise financière frappe de plein fouet en Ouais. 2008. Ouais. Puis, c'est là que je me suis un petit peu remis en question par rapport à l'entrepreneuriat. J'ai alors décidé bon, d'aller donner mon nom finalement dans une grande institution financière ici au Québec du nom de Desjardins. Et pour les 10, 12 années qui ont suivi, ben, j'ai gravi l'échelle corporative essentiellement, puis aller chercher mon cours de planification financière à travers tout ça. Puis j'ai œuvré comme planificateur financier là, dans les dernières années de ma carrière chez Desjardins en développement des affaires pour les entrepreneurs, les entreprises. Et c'est là que la flamme de l'entrepreneuriat est un petit peu revenue. J'avais ça dans le sang. J'avais commencé très jeune en étant en affaires, d'abord comme avocat, ensuite comme conseiller financier.
mais j'ai pris une pause de l'entrepreneuriat pendant 10 à 12 ans pour, après ça, y revenir d'une autre façon. Puis je pense qu'on va en parler un petit peu aujourd'hui. Tu en parlais dans l'introduction, mais j'ai vécu une épreuve quand même assez difficile en 2018 qui est carrément venue changer mon parcours de vie. Et ben, c'est ça, Justement, aujourd'hui. parlons-en, parce que je pense que Ouais, cette épreuve-là a été quand même pour toi l'élément déclencheur qui t'a ramené à quelque part vers l'entrepreneuriat. Veux-tu nous en parler un tout petit peu? exact. En fait, écoute, en 2018, au printemps 2018, j'ai vécu ce que j'appelle, au sens figuré, un atterrissage forcé, une dépression majeure. Puis, écoute, moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un expert ou un psychologue, mais j'ai développé, suite à ça, une obsession de vouloir comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Comment ça, quelqu'un comme moi, aussi instruit, comment j'ai fait pour tomber dans le panneau, tomber dans ce piège-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que, écoute, ce phénomène-là est là de plus en plus, tant dans nos organisations, nos institutions, nos maisons, nos écoles. Et j'ai commencé à fouiller les statistiques un petit peu pour me rendre compte que ça arrivait à un paquet de gens autour de nous. Mais j'ai d'abord vécu, durant les premiers mois, beaucoup d'isolement, beaucoup d'incompréhension, la peur du jugement des autres. C'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet qui, tu sais, on marche sur la pointe des pieds par rapport à ça. Ouais. Puis, De moi, moins j'avais. en moins, je pense qu'on a ouvert un peu quelques portes, mais c'est encore un sujet qui est très, très sensible. Ben, c'est très, très, très sensible. En fait, selon ma vision des choses, la pandémie est venue en quelque sorte réveiller un Ouais. phénomène qui, en quelque sorte, existait depuis longtemps. La santé psychologique, la détresse psychologique, elle est omniprésente. Puis quand on a de la détresse psychologique, là, on n'est pas malade là, nécessairement. Là. C'est juste qu'on a un niveau de stress, un niveau d'anxiété qui est plus élevé que la normale. Et bien évidemment, ça crée des impacts, des dommages collatéraux tant dans nos organisations que dans la vie personnelle des individus. Puis, en fait, ce que j'ai commencé à faire après cet épisode difficile-là de ma vie, c'est qu'à un moment donné, au début de l'année 2019, je me suis assis, puis j'ai commencé à faire un jeu de mots. J'ai écrit atterrissage forcé égale dépression sur une feuille. Et là, j'ai commencé à faire des jeux de mots, des analogies finalement avec le monde de l'aviation, puis nos comportements, nos réactions, notre mode de vie, etc. Puis, exemple, la valise, qu'est-ce que tu transportes, la tour de contrôle, tu es sur quelle fréquence, bon, les turbulences, le plan de vol slash plan de vie. Puis là, j'ai été vraiment inspiré par cette écriture-là. Je suis parti en voyage, je suis revenu avec 150 pages de notes. Wow. J'allais très bien en passant, là, mais il y avait quelque chose là-dedans qui m'interpellait beaucoup. Puis de cet exercice-là est née une conférence qui s'intitule Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Mhm. Et écoute, Vincent, j'avais tellement le sentiment d'imposteur. Je me disais, voyons, comment ça qu'un planificateur financier là, parle Mhm. Mayday, y a-t-il encore Mayday, Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Qui va venir écouter cette conférence-là? Fait que j'ai travaillé avec mon réseau d'affaires, mon réseau professionnel. Puis j'étais tellement petit dans ce projet-là, je me sentais tellement minuscule. Mais en même temps, j'avais cette voix-là qui me disait, il faut que tu en parles parce qu'à chaque fois que j'en parlais, ça résonnait d'une certaine façon dans la tête et dans le cœur des gens. Donc, j'ai loué la salle ici à Québec, la scène Le Bourgneuf, Ouais. à l'automne 2019. Puis j'ai dit, ça y est, je vais donner ma conférence. Puis écoute, puis là, j'ai dit, je vais m'associer ou du moins, je vais cogner à la porte d'une fondation pour remettre les profits pour la recherche puis pour l'éducation pour la Fondation Cerveau. J'ai remis tout près de 4 000 $ à la Fondation, puis c'est plus Wow. de 275 personnes qui ont vu cette conférence-là pour la première fois à l'automne 2019. Puis suite à cette expérience-là, qui était quand même une sortie de zone en règle, euh, j'ai vu la réaction des gens. Les gens s'appropriaient en quelque sorte
mon langage. Ouais. Il venait me voir et il disait, tu sais, Jean-François, ça me rejoint ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai déjà vécu un atterrissage forcé. Puis là, ben, on commençait à en discuter et c'était souvent porté sur quelque chose de positif, c'est-à-dire c'est quoi les outils que tu as utilisés, c'est quoi les pièges dans lesquels tu es tombé. Et là, je me suis rendu compte qu'on était un paquet de gens qui vivaient ça, mais à cause que c'est un sujet sensible, délicat, on n'ose pas en parler, on n'ose pas exposer sa vulnérabilité, mais pourtant, si on le faisait, on pourrait tellement se rendre service davantage en matière d'éducation, de prévention et de sensibilisation. Donc, écoute, en mode accéléré, par la suite, ben, mon amie Christine Michaud, que tu connais, moi, la vie a fait en sorte que je l'ai rencontrée, je lui ai parlé de mon projet. Elle aussi, elle a déjà vécu Ouais. euh, un atterrissage forcé, en quelque sorte. Puis, elle m'avait référé à une maison d'édition pour que je puisse présenter, en quelque sorte, là, cette idée-là. Et finalement, ben, ça l'a porté fruit. Mon livre n'est pas encore écrit encore, mais j'ai une maison d'édition qui m'attend pour la Wow. publication d'un ouvrage. Puis là, ben, je travaillais encore à temps plein chez Desjardins et j'ai demandé un congé sans solde pour me consacrer à l'écriture. Et bien évidemment, j'occupais un poste avec quand même certaines responsabilités, puis de quitter en début d'année, ce n'était pas nécessairement évident. Fait qu'on on m'avait dit, reparle-nous-en dans quelques mois ou l'année prochaine. Mais encore là, ma petite voix intérieure me disait, non, je ne peux pas reporter ce truc-là. Puis c'est là que la communauté M'aider a été créée en janvier 2020. C'est sur les réseaux sociaux. On est plus de 10 000 personnes Wow. présentement là, sur différentes plateformes là, à interagir puis à faire résonner le message à travers ces concepts-là d'aviation. Mais pour revenir à ma demande d'arrêt de travail, c'est ça. À un moment donné, j'ai compris les raisons pour lesquelles on ne pouvait pas me l'accorder, mais j'ai décidé de quitter volontairement mon emploi le 14 février 2020 Oh. pour être en mesure d'aller donner des conférences dans nos organisations. Mais je n'étais pas sans savoir que la pandémie allait frapper un mois plus tard. Exact. Et, je te confirme que mon plan de vol, il a pris le bord à peu près. Fait que ça a été aussi un épisode quand même assez difficile à traverser, Ouais. mais essentiellement pour me faire connaître, pour être en mesure d'exposer mon message, j'ai utilisé les réseaux sociaux comme levier, disons ça comme ça. Mm. Puis par la suite, ben, pour servir pendant la pandémie, parce que le sujet, c'était le sujet de l'heure, évidemment, j'ai, j'ai dû faire à peu près une centaine d'entrevues avec Oh. des gens qui venaient nous expliquer ce qu'ils vivaient, ce qu'ils ont traversé. Et ben, évidemment, les gens venaient parler de leur atterrissage forcé, comment ils avaient vécu ça. Et autant des personnalités publiques que monsieur, madame, tout le monde. Alors, c'est devenu M'aider essentiellement une plateforme où, c'est ça, on rencontre des gens qui viennent nous partager leur histoire de vie. Je fais aussi rayonner des initiatives en santé psychologique parce qu'il y a plein de ressources partout hein, de nos jours, mais souvent les gens ne les connaissent pas, ces ressources-là. Fait que je fais rayonner des fondations, des organismes. Puis du même coup, j'aime faire la promotion aussi de tout programme existant, en ligne ou pas, de l'accompagnement de gens qui peuvent, en quelque sorte, là, faire une différence dans la vie des autres, que ce soit des auteurs, que ce soit des formateurs, des coachs. Donc, je fais aussi, via M'aider, quelques interventions où je vais parler comment que quelqu'un qui est en questionnement ou qui est en remise en question ou qui vit des moments difficiles, quels sont les outils qu'ils peuvent aller chercher pour être en mesure de s'en sortir plus rapidement. Alors, c'est un peu ça l'écosystème de M'aider. Euh, écoute, Ben, j'ai jamais c'est super pensé de intéressant. conférence. Oui, j'ai Non, jamais pensé de juste avant de rentrer conférencier. sur le conférencier, ben, je veux revenir parce que, bon, on va dire les vraies choses, toi et moi. L'expérience, le délai là, entre le moment où tu as dit 14 février 2020 et aujourd'hui,
être en mesure de réunir autour d'un thème qu'on va dire, entre guillemets, impopulaire. Hein? Il n'y a personne qui a envie de faire face à ces enjeux-là, de réunir plus de 10 000 personnes autour de toi, d'être capable aujourd'hui de porter un message aussi délicat et puissant à la fois. Ça prend quand même énormément d'énergie, cette communauté-là qui est rendue quand même hyper importante, qui, si je comprends bien, devient un peu l'outil de ta mission, qui est de briser les tabous et de briser l'isolement par rapport et les perceptions par rapport à la santé mentale. C'est quand même un magnifique succès en si peu de temps. C'est quoi la vision de cette communauté-là? Qu'est-ce que tu as envie d'en faire? C'est quoi les aspirations avec toute cette grande communauté de M'aider là? C'est une excellente question, puis c'est drôle parce qu'à ce stade-ci, hein, je suis revenu à la planche à dessin en quelque sorte. OK. Parce que moi, j'ai vraiment lancé cette idée-là. C'était un cri du cœur essentiellement, Vincent, en janvier 2020. Ouais. Ni plus ni moins, je me suis levé dans la chambre de hockey pour dire, tu sais comment ça se passe au hockey essentiellement ou dans un autre type de sport, un sport d'équipe. Ouais. Quand, après 2 périodes, là, on est en train de se faire manger la laine sur le dos, puis à un moment donné, on sait qu'on a un potentiel, on sait qu'on a une bonne équipe, et là, à un moment donné, les gars se parlent dans la chambre. Exact. Puis, j'ai lancé cette communauté-là en se disant, écoute, moi, là, dans mon entourage, il y a des gens qui ont passé à l'acte l'année précédente. Il y avait des gens qui tombaient comme des mouches alentour de moi. Moi, ça m'était arrivé. Et j'ai tout simplement transformé mon mess. En fait, j'ai transformé mon mess en message, Oh, c'est essentiellement. beau. C'est un beau jeu de mots en anglais, mais ça veut tout dire. C'est essentiellement, puis le message que je porte, il résonne parce qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un à qui c'est déjà arrivé. Maintenant, ma vision par rapport à m'aider. Au départ, je pensais que ça allait aller même plus vite que ça. OK. Parce que le pouvoir des réseaux sociaux, ce que ça fait, c'est que les gens partagent, commentent, ça peut aller très vite, mais en même temps, on n'a pas besoin d'avoir une communauté là, d'1 million de personnes là, pour avoir un impact dans la vie des gens. Tout à fait. Et c'est sûr que m'aider, pour moi, quand j'avais lancé cette idée-là, j'avais mis sur pas un bout de papier, mais une espèce de vision board. Là. C'était quoi mes objectifs par rapport à ça? Et j'avais inscrit, puis c'est pas en quelque sorte, je ne veux pas que ça paraisse prétentieux, mais j'avais écrit que je voulais que ça devienne en quelque sorte le Pierre Lavoie de la santé mentale. Wow. Ce que moi, Pierre Lavoie m'inspire beaucoup. Premièrement, d'amener toute l'espèce d'importance de bouger dans nos écoles. Puis là, les enfants arrivent avec les cubes d'énergie à la maison, ils ont un impact sur les parents, etc. J'en parle, puis j'en ai des frissons. C'est gigantesque ce que cet homme-là a pu créer. Ouais. Puis lui aussi a donné un sens finalement à une épreuve qu'il a vécue pour justement faire une différence. Fait que ma vision de m'aider, ça l'est encore, ça. Puis ce qui est vraiment incroyable, parce que, puis je vais en parler à la toute fin là, de notre entretien, c'est quoi des conseils que je peux partager. Mais dans le fond, un des outils que j'utilise, qui s'appelle Comment faire la lecture de son tableau de bord, sera déployé dans l'ensemble des écoles secondaires du Québec au mois de septembre prochain. Et écoute, moi, je travaillais dans une institution financière il y a 2 ans. Je montrais aux gens comment c'était important d'avoir un plan financier, puis les rudiments de la finance. Puis là, aujourd'hui, sans être un spécialiste, je vois que ce projet-là peut faire une différence dans la vie des gens essentiellement. Puis, une autre chose qui m'inspire aussi par rapport à cet outil-là, c'est que Jean-Marc Parent a popularisé l'expression flash tes lumières. Hein? Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Très bien. Ben, moi, je veux en quelque sorte rendre populaire l'expression check tes lumières. Pourquoi? Parce que
sais, moi, ce que j'ai vécu quand j'ai eu mon atterrissage forcé, c'est que j'avais des signes et symptômes qui Mhm. étaient là et que je ne portais pas attention nécessairement. J'étais dans le déni de la procrastination. Puis tout est une question d'éducation, hein. Euh, Si j'avais été au courant de ces éléments-là, peut-être que je serais allé consulter plus rapidement. Peut-être que j'aurais été en arrêt de travail moins longtemps. Peut-être que j'aurais eu un petit peu plus d'amour à m'accorder plutôt que de jouer au super-héros puis de dire hey, non, moi, ça ne m'arrivera pas, ça va juste arriver aux autres. Alors, cet outil-là, essentiellement, c'est qu'on aborde un sujet qui est délicat, mais on le rend un petit peu ludique. On crée des images qui peuvent servir d'ancrage essentiellement. Et ben, c'est ça, j'ai un dé là, que je n'ai pas avec moi juste ici. Là. Ah oui, il est ici. J'ai ce dé-là. Alors, c'est ça, au même titre que Pierre Lavoie, c'est peut-être un cube qui va faire une différence pas dans le prochain mois, pas dans la prochaine année, mais dans la prochaine décennie. Je pense que ça peut être incroyable. J'ai une, j'ai une vision quand même assez grande par rapport à ce mouvement-là, parce que c'est un mouvement. Euh, mais je vais prendre les bouchées égales parce que Mhm. quand on est en affaires aussi, là, ce qui est difficile, c'est qu'à un moment donné, on peut tomber dans le trou. Ouais. J'ai eu à traverser, moi, encore une fois, des moments plus turbulents au début de l'année. La cinquième vague, elle a été extrêmement difficile pour moi comme entrepreneur, mais en même temps, ça m'a permis de approfondir les concepts que j'ai en quelque sorte mis en place en 2019. Je suis revenu un petit peu là-dedans, puis ça m'a permis essentiellement d'être encore plus d'être encore plus ancré par rapport au message que M'aider veut apporter là, au monde, surtout à la francophonie mondiale. Parce que nos voisins de l'Europe, là, ils ont les mêmes défis que nous. Là, hein? Tout à Puis on fait. se doit de faire quelque chose. On va parler de la vision du monde des affaires tantôt, là, mais c'est fou les impacts que ça peut causer Mais dans est-ce nos que la perception que j'en ai, Jean-François, c'est que ben, tu sais, on a toujours été conscient de cette réalité-là qui est peut-être un peu plus présente parce qu'on en parle davantage. Mais j'ai l'impression que le fait que tu aies amené, comme tu disais tout à l'heure, cette analogie-là avec l'aviation, que tu as réussi à amener certains concepts qui permettent, je pense, de démystifier un tout petit peu plus la santé mentale et aussi de prendre un certain recul. Hein. Quand on parle d'aviation, on ne parle pas nécessairement juste de nos propres émotions. Donc, de mettre une certaine distance dans la discussion pour la rendre peut-être un peu plus rationnelle. J'ai l'impression que ça a permis une plus grande accessibilité. Et tu l'as dit tout à l'heure, les gens parlent davantage et reprennent tes mots. Est-ce que tu le constates encore aujourd'hui? Est-ce que Ah les oui. gens te parlent toujours de cette analogie-là qui est hyper puissante et qui nous permet effectivement de démystifier la santé mentale? Écoute, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, tu sais, des fois, les gens ils pensent que je suis un pilote d'avion, alors ce qui est vraiment pas le cas. Euh, mais en même temps, un coup que les gens entrent dans cet univers-là, là, Oui. c'est spectaculaire de voir comment les gens, c'est ça, vont s'approprier le langage. J'ai derrière moi ici là, la valise. Là. Oui. Ça, c'est tu sais, l'importance de faire l'inventaire de sa valise émotionnelle. Et c'est ça, il y a des gens qui m'écrivent et ils me disent hey, écoute, j'ai fait l'inventaire de ma valise, puis il était temps que je le fasse. J'étais en surcharge, puis maintenant j'ai repris de l'altitude. Tu sais, fait que cette dimension-là, moi, j'ai du plaisir à. Comment je pourrais dire? J'ai du plaisir à animer ça parce que Oui. c'est ça. Moi, je veux dire, je suis pas un expert. Je n'aime pas me définir comme un expert. Je suis tout simplement un être humain qui a appris de ses erreurs. Puis, dans le fond, je suis en mode expérience, tout comme les gens qui me suivent. Tu sais, le phénomène de la pleine conscience, on en Mhm. entend beaucoup parler. C'est un phénomène, pas un phénomène, mais c'est un principe qui m'était carrément étranger là, il y a 3 4 ans. Là. Exact. Puis, ben, c'est ça. À travers on lâche le pilote automatique,
on prend de la hauteur, on s'observe davantage, puis en même temps, ben, on devient une meilleure personne par le fait même. Puis quand on prend la peine de faire la lecture de Ouais. son tableau de bord pour soi, de mesurer son baromètre psychologique, ce qui est intéressant, c'est qu'un coup que c'est intégré, on est ensuite en mesure de mesurer le tableau de bord de quelqu'un d'autre dans notre entourage et peut-être oser d'une façon différente d'aborder le sujet puis de dire Hey, as-tu checké tes lumières récemment? Et c'est pas mal plus simple, à mon avis, que de dire comment ça va, tu peux-tu aller consulter? Ouais. Tu sais, c'est lourd, on veut pas aller là. Et Et tu as totalement raison. Je trouve que c'est ça la force de ton message, c'est d'être capable d'apporter cette analogie-là. Ça vient, tu sais, je disais tout à l'heure que tu étais empreint de débordant d'humilité, puis on le voit par rapport au parcours que tu nous expliques, puis quand même que tu es un livre ouvert. Mais j'aurais pu ajouter dans l'introduction que tu es un excellent vulgarisateur, parce que je pense que c'est ce que tu es en train de faire avec la santé mentale, de vulgariser des choses qui se passent en dedans de nous, qui, on n'est peut-être pas capable de mettre des mots dessus, mais par l'analogie de l'aviation que tu as réussi à mettre de l'avant, on est capable à partir de là d'avoir des outils, d'avoir des regards. Tu sais, moi, tu disais d'être capable de se regarder puis de regarder nos lumières. Moi, je dis tout le temps, dans la vie, il faut apprendre à être témoin de soi-même. Donc, je pense que c'est vraiment ce qu'il y en est, mais tu l'amènes à un niveau incroyable qui nous permet de faire une lecture, qui nous permet de mettre de la perspective, qui nous permet de relativiser par rapport à tout ce qui se passe. Et je suis convaincu que pour bien des gens, ce discours-là est beaucoup plus accessible et ben qui est oui, tout beaucoup à moins fait. confrontant que de faire parler de santé mentale puis de dire ça va-tu, puis tes émotions, puis tu devrais aller consulter, qui à ce moment-là est peut-être un peu plus confrontant. Puis on cherche par tous les moyens aujourd'hui de. Tu sais, on parle maintenant, là, telle journée durant l'année, c'est la journée de santé mentale Ouais, positive. Tu sais, on rajoute des termes parce que, tu sais, je sais pas, on est comme allergique au mot santé mentale. c'est vrai. Mais là, il va falloir qu'on change un petit peu là, nos croyances par rapport à ça. Écoute, la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Et, Assurément. mais le défi dans notre société, c'est que tu sais, on perd des fois, on mélange la maladie mentale avec la santé mentale. C'est un bon Puis point. quand on expose, dans le fond, sur les médias, tu sais, souvent, on pense que la santé mentale, c'est associé à des gens qui sont vraiment en trouble, qui vont perturber la vie des gens. C'est des gens qui vont peut-être commettre des crimes. Et ça aide pas. Ça vient stigmatiser essentiellement le phénomène, alors que, euh, ben c'est ça, on doit tous, à un moment donné, tu sais, c'est ça, là, quand on est exposé au stress, à l'anxiété, on est tous là-dedans, on est tous impliqués. Puis c'est ça, on regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde corporatif. Ouais, c'est ça. Épuisement, burn-out, dépression, ça coûte une fortune au système. Donc, il est temps que le discours change. Euh, et pour moi, ben, je n'ai pas réinventé la roue. J'ai tout simplement utilisé des outils qui étaient déjà disponibles. Et à travers mon histoire, je fais vivre ces outils-là. Parce qu'il en existe des milliers d'outils. Mais on ne va souvent pas les consulter parce qu'on ne se sent pas nécessairement interpellé. Mhm. Alors que là, ben, il y a un mélange d'histoire personnelle, il y a un mélange, il y a une thématique. C'est quand même incroyable. Tu sais, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire cet automne. L'école. Mais pour moi, ben, c'est la concrétisation d'une vision. Je trouve que, tu sais, comme entrepreneur, je trouve que ça ne va pas encore assez vite. Mais à part ça, je dois dire que quand je regarde derrière moi tout le chemin parcouru, malgré les embûches, malgré la pandémie, c'est le fun. Puis Et l'avenir est quand oui. même très, très beau pour notre concept, notre organisation, notre mouvement.
Et j'ai vraiment hâte de voir ce que Ouais. ça va nous mener dans quelques années. Tu peux en être très, très fier parce qu'effectivement, là, regarde en arrière, je le répète, le délai n'est pas énormément long. Et Ouais. aujourd'hui, déjà, tu mets un pied dans une institution qui s'appelle les écoles au Québec pour venir parler de ton message. Moi, je pense que tu devrais être beaucoup plus fier et prendre tout ce qui se passe en ce moment parce que vraiment, moi, je trouve ça remarquable, mon ami, vraiment remarquable Merci. tout ce que tu as fait. Merci. Vraiment. Et Parce que, tu sais, il y a personne, Jean-François, tu sais, on parle d'école, mais on parlait, puis on s'en va vers là, parler du monde des affaires. Il n'y a personne, à quelque part, qui n'a jamais ou qui peut se vanter d'avoir jamais vécu une période sombre dans sa vie. Et on se comprend, là, tu sais, on a tous eu, de près ou de loin, différentes petites atterrissage forcé, peu importe lesquels soient-ils, et il suffit juste de conjuguer avec ça. Il y a des gens qui ont de plus d'outils pour conjuguer, il y en a d'autres qui en ont moins. La beauté, c'est que toi, actuellement, tu apportes ces outils-là. Et dans le monde des affaires dans lequel on est, à travers ce dont on est en train de passer, cette pandémie-là qui perdure et qui continue, c'est venu également mettre beaucoup de lumière sur ce volet-là de la santé mentale. J'ai envie de t'entendre. C'est quoi ton regard que tu poses sur le monde des affaires aujourd'hui? ben, en lien avec la thématique qui est de la santé Oui. psychologique, là, c'est sûr que moi, ce que j'observe, c'est que de plus en plus, tu sais, on parle de responsabilité collective. On parle que c'est une responsabilité de l'employeur, finalement, de promouvoir la santé, le mieux-être à l'intérieur de l'organisation, d'être mieux équipé, finalement, pour être en mesure de détecter hein, des employés qui ont besoin d'aide. Euh, Ça, c'est une bonne chose. Mais je suis d'avis que c'est aussi important d'avoir une responsabilité personnelle par rapport à ça. Euh, Pourquoi mettre ça, pourquoi que ça serait la responsabilité de l'employeur? En fait, on pilote tous notre propre santé psychologique. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité partagée qui est importante là, d'adresser parce que si, puis là, c'est là qu'on rentre dans le tabou puis qu'on rentre dans la stigmatisation. Si tu n'oses pas parler de tes challenges, si tu n'oses pas parler de ce que tu vis, il n'y a pas personne qui peut t'aider. Alors, Mhm. tu sais, dans le fond, on a eu, moi, l'éducation que moi j'ai reçue, c'est que si je ne file pas un matin, c'est prendre une bonne douche, puis un bon déjeuner, puis va travailler. Ouais. Et ça, ben, on ne veut pas non plus, tu sais, on peut être perçu comme une personne négative si on dit, ah, j'ai un bobo aussi, je vis ci dans ma vie. Mais tu sais, quand on regarde ça, là, il y a une famille sur deux qui se sépare aujourd'hui. Euh, tout coûte cher. On Ouais. a une pression au niveau de la performance. On veut être reconnu. Euh, Fait que, tu sais, des fois, on n'ose pas aborder ces sujets-là parce que cette vulnérabilité-là, on veut pas y aller. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, parce que je suis très humble, là, tu le disais tantôt, là, moi, j'ai plus de tabou. Un des dictons chez M'aider, c'est moi, j'ai un plaisir fou à tabasser les tabous. Et depuis que je vais dans ma vulnérabilité, depuis que j'en parle haut et fort, puis j'en ai jamais parlé auparavant, là, c'est ce qui a contribué en quelque sorte à mon crash. Là. Ouais. Euh, Depuis que j'en parle, je donne la permission à quelqu'un d'autre, finalement, de me parler aussi de sa situation. Et parfois, juste ça, ça fait toute une différence. La Assurément. personne risque de s'identifier à ce que tu vis. Ça ouvre un discours. Les ressources sont toutes en place, mais le problème, c'est que les gens ne les utilisent pas non plus. Donc, de là l'importance d'en parler. Et pour ce qui est de nos organisations, ben, c'est ça. Moi, je suis d'avis, oui, il y a de responsabilités collectives, mais il y a surtout de responsabilités individuelles de la part des gens de se regarder droit dans les yeux, puis de se dire les vraies affaires. Puis, tu sais, c'est OK de ne pas être OK. Là. Arrêtons là, de jouer, jouer aux super-héros. Fait que, tu sais, C'est un bon point que tu dis là parce que tu sais, souvent,
on regarde du côté de l'organisation auquel elle doit travailler au niveau de la santé mentale de leurs employés. Mais je trouve ça intéressant que tu ramènes à notre propre responsabilité individuelle, de prendre le temps de, comme tu le mentionnes si bien, de checker nos propres lumières pour être en mesure de savoir où on en est. Parce que ça nous amène dans le débat, et tu le sais, ça, c'est un peu mon créneau à moi quand je parle de performance d'affaires, quand je parle de performance. Bien, ça nous amène dans ce débat-là où le mot performance tend depuis quelque temps à avoir peut-être un petit peu plus une connotation qui n'est pas toujours positive. C'est quoi le regard que tu poses, toi, entre performance et affaires à travers le filtre de la santé mentale? Ben, écoute, la performance, selon moi, elle est très importante. Tu sais, je veux dire, il faut être performant. Nos entreprises, tu sais, si on veut garder notre emploi ou si on veut rester en affaires et qu'on n'est pas performant, ça ne marche pas. Donc, mais il y a une différence entre la performance à outrance Exact. puis la performance dans la vigilance. Ouais. Alors, la performance à outrance, où c'est toujours go, 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 puis qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter, puis qu'on va rapidement un peu partout, ben, tu sais, c'est dangereux. Ceci dit, quand on est dans la performance, dans la vigilance, là, on change un petit peu là, l'angle. Et quand je parle de vigilance, ben c'est ça, c'est de surveiller ses cadrans. C'est, tu sais, des fois, de se donner la permission de se reposer. Parce que des fois, là, la chose la plus productive à faire, c'est de se reposer. C'est de ne rien faire, C'est de effectivement. ne rien faire. Mais encore là, c'est une question de culture. Ouais. Combien de gens se sentent coupables d'arrêter? Autant nos entrepreneurs que nos ressources clés dans nos organisations, les gestionnaires, tu sais, mais encore là, on se doit de changer cette culture-là parce que le monde des affaires, selon ma vision des choses et ma perspective, on va rentrer là, dans des enjeux très importants là, au cours des prochaines années. Là. Ouais. Rareté de main-d'œuvre, population vieillissante, plus de retraités que de gens actifs sur le marché du travail. Rareté au niveau aussi là, des matières premières, Exact. transformation au niveau des organisations parce que tout l'aspect technologique là, vient nous donner un coup de pouce, mais en même temps, cette évolution-là nous crée beaucoup de stress aussi parce que tout change à une vitesse grand V. Tu sais, quand j'étais avocat, là, moi, là, il y a 20 ans, là, Vincent, c'est pas mêlant, on s'envoyait des lettres dans ce temps-là. Hey, puis là, on est au début des années 2000. Là. C'est vrai. J'écrivais une lettre à mon collègue, genre, puis je postais ça. Puis là, lui, il recevait ça, puis là, après ça, il me réécrivait une lettre par la poste. Tu sais, il y avait un délai d'à peu près 20 jours pour communiquer ensemble. Mais aujourd'hui, tout est instantané. Alors, ça va de plus en plus vite. Notre cerveau est de plus en plus sollicité. Et si on ne prend pas le temps de baisser cette surchauffe-là de notre moteur, de notre cérébral, ben, je pense qu'on s'expose davantage à des phénomènes d'épuisement et de burn-out si on ne connaît pas sa machine. Bien, je suis d'accord avec toi. Et pendant combien d'années, tu sais, moi aussi, je viens du privé, combien d'années on se valorisait à faire des 70 jusqu'à 75 heures? Hey, moi, je fais 75 heures cette semaine. Il y avait un côté de valorisation. Oui, il y avait un côté de dire hey, je travaille trop, je suis d'accord avec ça. Mais il y avait un côté de valorisation qui, à un moment donné, malheureusement, peut amener vers l'épuisement, vers la fatigue. Et on va dire les vraies choses. C'est pas vrai qu'on est extrêmement efficace et productif lorsqu'on fait des 70 heures à répétition. Malheureusement, le cerveau ne peut pas maintenir cette cadence-là en continuité. Là, c'est impossible. C'est totalement impossible. Donc, d'où l'importance de parler de ces lumières, d'écouter ces lumières. Oui, puis c'est un des pièges dans lesquels je suis moi-même tombé. Ouais. OK? Oui. Comme professionnel du monde des affaires. C'est que je me suis saoulé dans le travail à un moment donné. Oui. Parce que j'allais y chercher une forme de reconnaissance. Je comblais un vide. Ouais. J'avais une valise émotionnelle qui était remplie à craquer. Et j'avais des défis à la maison. J'aimais ça, me faire reconnaître au travail. Exemple, j'ai un objectif X, puis moi, je veux que cet objectif-là soit réalisé à la mi-année. Je me mettais moi-même cette pression-là.
Il n'y a pas personne qui me demandait ça, là. Exact. Personne, là. Je veux dire, moi, là, c'est pas Desjardins qui m'a mis en dépression. C'est moi qui s'est auto-piégé finalement parce que je n'étais pas éduqué sur le plan de vue là, de mes signes et symptômes. Puis en même temps, ben, je comblais ce vide-là Ouais. par des choses qui étaient aussi vides parce que j'avais toujours rêvé, moi, à l'époque, de gagner un revenu. Tu sais, je m'étais mis un montant dans ma tête. Ouais. Et l'année où j'ai atteint ce revenu-là, Vincent, c'est l'année où j'ai vécu mon atterrissage forcé. C'est pour te dire. Hein? Alors, tout ça, c'est en lien avec une performance qui est un peu malsaine. Mais en même temps, il ne faut pas balayer la performance du revers de la main. C'est important. Je pense que la performance, ça peut augmenter notre estime de soi. Ça peut nous permettre aussi d'évoluer puis de cheminer comme être humain. Mais en même temps, il faut aussi apprendre à s'écouter, puis à mettre un peu la pédale un peu douce. Écoute, moi, je courais après des bonus, là, essentiellement. Là. Mais pourquoi? Parce que j'avais un deuil qui était mal guéri. Ouais. Pourquoi? Parce que je bloquais mes émotions. Pourquoi? Parce que je portais aussi une espèce de costume où dans ma vie à moi, là, tout était beau. En avant-scène, là, tout était beau. Mais en arrière-scène, par exemple, je ne savais pas à qui en parler, je ne savais pas quoi faire. Puis quand j'ai compris que c'était important de faire ça et d'oser aller dans sa vulnérabilité, moi, j'y ai retrouvé une plus grande force, finalement, pour mieux me comprendre, pour être mieux performant, puis aussi, c'est important pour la pérennité de nos organisations. Oui. Donc, il y a beaucoup de prévention et de sensibilisation à faire. Puis, j'ose croire aussi que d'enseigner ça à nos plus jeunes, ben, ça va faire en sorte que la société de demain sera mieux outillée pour Et je suis traverser d'accord ces avec enjeux. toi et je l'espère aura une vision différente de la performance. Parce que je suis d'accord avec toi, la performance, elle est nécessaire. Je dis souvent, si on n'a pas de performance, si on n'a pas de vente, il n'y a pas de revenus. S'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas d'entreprise. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. Donc, il faut être capable d'avoir une certaine performance, mais comme tu disais, pas à tout prix. Être capable de... Parce que la performance peut avoir une connotation différente pour chacun et c'est comme le succès et la réussite. Il faut juste être capable de trouver notre équilibre là-dedans et de ne pas faire en sorte que c'est une performance à outrance, comme tu le mentionnais, et de prendre conscience qu'on a un parcours où il y a une progression. Ce n'est pas juste le résultat qui peut compter. Le parcours dans lequel on avance, cette progression-là, a aussi une importance dans ce qu'on peut faire et qui peut nous amener à être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif et surtout beaucoup plus aligné avec soi-même et à long terme d'avoir une meilleure, je reviens encore avec le terme, une meilleure performance plutôt que d'essayer de mettre la pédale à fond. Parce qu'on le sait, de toute façon, on met la pédale à fond à un moment donné dans une voiture, puis on roule. À un moment donné, le moteur va surchauffer, c'est sûr et certain. À la limite, on va manquer d'essence. Pourquoi on le sait pour une voiture et quand on se regarde nous-mêmes par rapport à notre relation avec la performance, on ne fait pas la même analogie? C'est une bonne question à se poser. Et c'est là où je trouve que ton analogie de l'aviation vient prendre tout son sens. Vraiment. J'aurais le goût de rajouter puis de rebondir sur ce que tu dis. La performance avec l'absence de sens, c'est aussi un piège. Parce que, tu sais, moi, c'est certain que quand je regarde mon parcours des 2 dernières années, c'est sûr que j'étais dans la performance, mais mon projet, pour moi, avait comme un sens très important. Et quand on conjugue performance et sens, je pense aussi que c'est un élément important, c'est un catalyseur qui peut nous donner du gaz finalement et de l'énergie plus qu'on en a finalement pour être en mesure d'aller encore plus loin. Alors que de la performance sans sens, ben, on s'épuise plus rapidement. C'est comme un avion, quand on a un sens, c'est comme l'avion qui parcourt un trajet avec le vent dans le dos. Hein? On brûle moins de gaz. Alors que de la performance sans sens, ben, c'est de parcourir le même trajet, mais avec le vent d'en face. Ça va prendre plus de temps et on va brûler plus de gaz.
Donc, la question, Mais, tu as c'est quoi raison, le puis sens? c'est ça, Que- c'est le sens qui est important. Puis, je le dis souvent également, il faut apprendre à mettre du sens dans ses affaires pour être capable de développer le sens des affaires. Donc, Exact. on partage un peu le même point de vue. Jean-François, on pourrait en jaser Oui, oui. pendant des heures. Je pense qu'on est vraiment sur le même point, la même vision des choses, mais toi, vraiment, dans ton expertise, je te le répète, vraiment de voir ton projet se déployer au sein du réseau scolaire est vraiment quelque chose de remarquable. Mais les gens qui nous écoutent, plusieurs d'entre eux, les auditeurs de Propulser vos affaires, sont beaucoup des gens d'affaires, des travailleurs autonomes, des entrepreneurs, des professionnels, où moi, je dis souvent, il est hyper important de prendre soin de l'humain derrière ce Oui. professionnel, ce travailleur autonome-là ou cet entrepreneur-là que nous sommes. Si tu avais à donner deux Ouais. ou trois conseils pour aider ces gens-là à rester alignés avec soi-même, bien vérifier leur lumière et à tout le moins avoir une certaine performance pour mieux propulser leurs affaires. Qu'est-ce que tu nous dirais? Bon, trois, je vais en donner trois. Excellent. Le premier, c'est qu'on en a parlé là, déjà, c'est que c'est important de surveiller son baromètre psychologique, OK? Ouais. De faire la lecture de son tableau de bord une fois de temps en temps. Alors, pour les intéressés, ceux qui veulent télécharger l'outil, comment faire la Oui. lecture de son tableau de bord, vous pouvez vous rendre sur mon site Internet, puis le télécharger gratuitement, puis de l'avoir sur votre téléphone, votre tablette. Puis moi, je m'en sers au moins une fois par mois de cet outil-là. Juste pour voir où est-ce que je suis, est-ce que je perds de l'altitude, est-ce que je la maintiens ou est-ce que j'en prends? Parce que, comme entrepreneur, on est la matière première essentiellement de Assurément. notre entreprise. Donc, il faut s'assurer qu'on soit au rendez-vous. Maintenant, les deux autres conseils que j'aurais à donner. Le premier, c'est de savoir s'entourer. C'est d'être en fait, pas le premier, mais le Le deuxième, deuxième. c'est de savoir s'entourer. Tu sais, on voit ici là, le cerveau collectif là, sur M'aider, mais ça s'applique à différentes choses. L'intelligence collective nous permet d'aller un petit peu plus loin. Elle permet d'aller un petit peu plus loin aussi quand on a la naïveté, je dirais, parce que d'adopter une posture de service. Comment on peut s'entraider collectivement? L'exemple que j'ai envie de donner, c'est, tu sais, quand Tesla a en quelque sorte inventé ou breveté le véhicule électrique, ils ne se sont pas dit, ça c'est à nous, on va se l'approprier, on n'en parlera pas. Ils ont ouvert leur livre à leurs compétiteurs parce que eux autres, ils croient que cette énergie-là électrique, elle est essentielle dans le changement puis dans le futur. Ils ont, ils ont décidé de collaborer avec l'entreprise, avec d'autres entreprises essentiellement, pour rendre disponible comment ils avaient conçu leur véhicule électrique. Hein? Je ne me trompe pas quand je dis ça. Hein? On n'a pas du tout. Ils ont vraiment Alors, ouvert de cette façon-là. alors, moi, ma façon de voir les choses pour le monde des affaires de demain, c'est d'arrêter de se voir comme des compétiteurs, de se voir plutôt comme des collaborateurs, des co-créateurs pour vraiment amener les choses à un autre niveau. Malheureusement, on travaille encore beaucoup en silo, je trouve, Oui, je suis dans d'accord nos avec ça. organisations. Et cette synergie-là, elle doit changer parce qu'on a beaucoup d'enjeux, notamment au niveau de l'environnement, au niveau de la santé. Il y a des choses qui doivent changer. We need to think out of the box. Puis moi, ce que j'ai réalisé, c'est que dans une posture d'entraide et de service, quand on veut vraiment servir, puis quand on a une entreprise qui a un sens, ben, on réussit avec le temps à s'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs que nous et ça nous permet de propulser nos affaires encore plus loin. Parce qu'on a besoin des uns et des autres pour être en mesure de bâtir un monde meilleur. Et ça, c'est une de mes croyances. Puis, je dois dire que depuis que j'ai adopté cette posture-là, la vie me fait des beaux cadeaux. Je fais des belles rencontres. Et ça, on ne m'avait jamais appris ça auparavant. On m'avait plutôt dit, regarde,
fais tes affaires. On a comme été éduqués sur what's in it for me. Ouais. Mais moi, je suis plus Et de. parle-en pas trop parce que tu vas te faire voler ton idée, tu vas te faire voler ton Ouais, concept. Tu sais, moi, c'est beaucoup ce qu'on nous a appris. je suis plus dans le mindset what's in it for us. Oui. Tu sais, comment collectivement on peut faire quelque chose, puis tout en gagnant bien sa vie comme entrepreneur. OK. Un, tableau de bord. Vraiment, là, regarder notre tableau de bord, hyper important. Prendre le temps de se regarder. Moi, je dis être témoin de soi-même. Toi, tu dis check tes lumières. Donc, prendre soin de son tableau de bord. Deuxièmement, on parle de s'entraider, de collaborer, de s'entourer. Bref, d'avoir une réflexion davantage bien commun que d'avoir une réflexion plus égocentrique à Tout ce à fait. niveau-là. Le troisième, Écoute, moi, là, c'est de rêver grand, c'est de le crier haut et fort. j'adore ça. Pourquoi? Je le sais que c'est intimidant. Je le sais que, tu sais, moi, là, en plus, là, j'ai une blessure par rapport à ça, puis j'ouvre une parenthèse, là. Mais moi, au secondaire, j'avais été mis en nomination au bal des finissants pour le prix du grand parleur petit faiseur. Et des fois, tu sais, ça m'avait marqué, moi, quand j'étais jeune, parce que moi, je suis un believer. Je suis quelqu'un qui essaie de voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ce qui est arrivé avec Mayday, c'est que, en quelque sorte, je n'ai pas eu peur de dire, écoute, moi, je veux créer un des mouvements les plus importants pour faire de la prévention et de la sensibilisation en matière de santé psychologique. J'ai osé crier haut et fort que je voulais faire une différence, que je voulais peut-être même m'approprier un sujet dans lequel je ne suis pas un expert, mais j'ai le goût de faire ma différence, j'ai le goût de faire avancer les choses, j'ai le goût de bâtir quelque chose qui va rester pour des générations et des générations, j'ai le goût de laisser un héritage de mon vivant. Ça prend beaucoup d'audace de dire ça. Tout à fait. Mais en même temps, c'est le petit ingrédient des fois qui change tout. Parce que oui, il va y avoir des gens qui ne croiront pas. Oui, il y a des gens qui vont se mettre sur les lignes de côté et dire on va regarder, voir s'il va être capable de faire ça. Mais la magie est la suivante. C'est qu'il y a des gens qui vont dire OK, il est sérieux, c'est inspirant, ça va mobiliser les gens pour la réalisation de ton grand rêve. Mais il faut être capable, c'est ça, de l'exposer, de s'exposer, puis au pire de se tromper, mais on ne se trompera pas parce que c'est sûr qu'on va arriver en quelque part. Donc, pour les gens qui nous écoutent, un de ces conseils-là, c'est ne pas avoir peur de rêver et ne pas avoir peur de partager ton rêve, puis d'arrêter de vivre avec cette peur-là, de dire, ben c'est ça, si j'en parle tout haut, puis que je me plante, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ou si j'en parle tout haut, il y a peut-être quelqu'un qui va voler mon idée, puis là, tu sais, là, on tombe un peu là, dans l'ego, puis tout ça. Écoute, moi, là, honnêtement, là, volez-la, mon idée. Ça ne me dérange pas. M'aider, ce n'est pas breveté. En fait, prenez quelque chose, créez quelque chose, ça va juste aller plus vite. On va mieux servir, puis on va tous pouvoir faire une différence d'une certaine façon. Fait que c'est ça, c'est ma grande naïveté entrepreneuriale, mais je dois dire que, écoute, moi, ça me fait vibrer ça. Et je vais on verra. Je partage cette naïveté-là. Je partage ce point de vue-là pour moi aussi. Ouais. Je pense qu'on n'a pas été élevé comme ça. Hein. Ma mère me disait qu'il faut arrêter de se vanter. Ce n'est pas une question de se vanter, c'est une question de dire et de partager ce qu'on a envie de faire, où on a envie d'aller. Puis ceux qui m'aiment me suivent et qui collaborent avec moi, puis ben, ça va nous permettre d'avancer. C'est sûr que quand on prend un micro, on arrive devant du monde, c'est sûr qu'on est sujet à du jugement, c'est sûr et certain. Mais bon, ben, j'aime mieux, moi, être sujet à du jugement puis collaborer à quelque chose de plus grand qu'effectivement être sur les lignes de côté puis attendre de voir qu'est-ce qui va arriver et de faire finalement, d'avoir une action beaucoup plus passive et de ne pas collaborer à quelque chose de plus grand. Imagine, Vincent, au début des années 1900, oui. Il y a des gens qui ont rêvé de voler. Oui, tu as raison. Les frères Wright. Oui. Okay? Puis, écoute, je veux dire, c'était un bicycle avec des ailes, puis là, tu essayais de voler comme les oiseaux. Exact. À un moment donné, ça prend des gens qui se positionnent, qui disent hey, écoute, et si c'était possible? Puis là, regarde aujourd'hui, là, il y a des.
il y a il y a des appareils qui se promènent partout à travers le monde. On passe d'un point A au point B en un temps record. Puis en même temps, c'est devenu le moyen de transport le plus sécuritaire sur la planète. Exact. Donc, tout part d'une idée, tout part de quelque chose, mais encore là, puis pour boucler la boucle finalement de notre conversation, ça prend de la performance, ça prend un sens, ça prend des rêves, ça prend... Et si on faisait les choses différemment, et si on abordait les choses différemment, parce qu'il y a une chose là, qui est très, très simple. Là. Si tu continues à faire toujours les mêmes choses, bien, tu vas toujours avoir les mêmes résultats. Donc, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Et si on changeait un petit peu le discours, et si on changeait un peu l'angle, et si on changeait un petit peu la façon d'aborder un sujet ou un secteur d'activité ou un produit, c'est ça que ça prend. Une approche. Alors, c'est ça qui est le fun de l'entrepreneuriat. Merci pour ton merci invitation. à toi. Merci à toi. Vraiment, ce fut un échange extraordinaire. Je suis convaincu que les gens nous ont écoutés avec beaucoup, beaucoup d'attention. Je me permets de répéter les 3 derniers conseils. Je pense que ça vaut la peine d'y revenir. 1, prenons le temps de regarder, de checker nos lumières, comme tu le dis si bien, bref, de regarder notre tableau de bord. C'est hyper important. Deuxièmement, s'entourer, collaborer, s'entraider, bref, faire en sorte d'être conscient qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et troisièmement, rêver grand, se permettre de dire haut et fort ce qu'on veut faire, qu'on veut apporter cette différence-là, parce que ça peut être effectivement très attractif pour des gens qui vont vouloir collaborer avec nous et venir nous aider. Et bref, faire en sorte que notre deuxième point fasse encore plus de sens. Bref, qu'on puisse s'entourer encore. Et encore. Jean-François, vraiment, merci. Merci. Je pense que ce fut vraiment... on a passé un beau voyage, tiens. On a passé un très, très beau voyage sans escale, vraiment extraordinaire. Si les gens veulent te rejoindre, tu le dis, on peut te rejoindre sur ton site Internet à jean-françois-lacasse. C'est jflacasse.com. OK. Puis pour ce qui est de m'aider, bien, on est présent sur LinkedIn sous mon nom, Jean-François Lacasse, puis sur Facebook, M'aider, qu'on voit ici. Le groupe Facebook M'aider. Exactement. Puis j'ai ouvert mon compte TikTok hier. C'est mon fils qui va être découragé de son père, mais je trouve ça le fun de faire des petits cours vidéo, puis on va essayer de faire des enseignements là, en lien avec le tableau de bord au cours des prochains mois. Fait que c'est ça. C'est un petit projet nouveau pour l'été. Fait que. Il est ouvert sur Jean-François Lacasse ou il est ouvert sur M'aider? Oui, Jean-François Lacasse. Puis il y a M'aider, là, mais essentiellement, je suis en train de tester quelque chose là, pour. On va aller voir ça avec grand plaisir. Pour voir où est-ce que ça va nous amener. Ouais. Jean-François, vraiment, merci encore. Le meilleur des succès. Très hâte de voir l'impact que M'aider et Jean-François Lacasse feront dans notre système scolaire. Merci infiniment de ta générosité et ta vulnérabilité d'aujourd'hui. Vraiment, ce fut un grand plaisir d'échanger avec toi. Plaisir partagé. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Merci infiniment. C'était Vincent Fournier, votre optimisateur de performance qui vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Propulser vos affaires. Ciao tout le monde. Merci.